Bonjour à tous, il est 12h31, vous êtes dans le ZCL News et aujourd'hui nous serons avec différents invités. Nous allons avoir une première partie qui sera très culturelle avec Jean-Claude Antoinette Maître-K qui va nous parler de son livre Le cas de ma vie. Bonjour. Oui. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Et avec José Turlepin, chargé de communication de l'Académie du Cas, et Nadia Pater, nous allons parler de la rentrée culturelle de l'Académie du Cas. Bonjour à vous. Bonjour. Bien bonjour. Bien bonjour. Voilà, on va revenir avec vous dans un instant. Ensuite, nous allons revenir sur les invités du jour qui seront donc Caroline Alix, chroniqueuse du ZCL, pour sa chronique Apaiser les relations. Et avec Mehdi Luit et Jenny Paulin, nous allons parler du Salon du Sport. Donc, ils sont parrains et partenaires sur cette édition du Salon du Sport. Au niveau de l'actualité, nous allons revenir sur les coupures de courant est malheureusement trop présente sur le territoire. On va voir la réaction de Monsieur Venutolo, président de la CPME, qui va justement parler des conséquences économiques de ces grèves à répétition. On parlera aussi du village de la mobilité, donc semaine dédiée avec différents temps forts, notamment comment développer un mode de déplacement plus écologique. Il sera aussi question de vie chère avec le contrôle bouclier qualité-prix qui s'est déroulé sur des marais. Quelques petits ajustements à réaliser. On parlera ensuite de cette conférence publique sur l'aménagement du territoire aux Abîmes, donc dans le cadre des rénovations du vieux bourg Abîmes. Et pour terminer, on aura cette conférence de presse avec le Salon du Sport, donc qui s'est déroulé hier, et on aura des invités pour pouvoir en parler. Voilà pour l'actualité. Nous allons démarrer donc avec notre premier invité, Monsieur Jean-Claude Antoinette, le cas de ma vie. De ma vie. Alors, vous êtes donc un tambouillet émérite et on va dire un ambassadeur de la musique traditionnelle. Merci. Oui, tout à fait. Et donc, vous allez nous parler de ce livre que vous avez écrit. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? Alors ça, c'est une excellente question parce que je n'avais à aucun moment l'intention d'écrire un livre. Puisque je suis plutôt un raconteur d'histoire, je suis plutôt un homme de communication verbale. Et c'est mon ami et éditeur, Willy Nestor, qui un jour m'a dit, bon, écoute, les paroles s'en vont et les écrits restent, où j'ai dit, nous, on pas qu'habitin, donc allons maintenant écrire tout ça. Donc on s'y est mis. Et c'est tombé à une période où j'avais pas mal de temps, parce que c'était pendant la Covid. Donc, il y a eu un premier jet, un deuxième jet, et puis ensuite, ça donne quelques temps après, le document que tu as en main maintenant. Oui. Bien. Alors, il ne s'agit absolument pas d'une expression de narcissisme exacerbé. Il s'agit en fait simplement de partager des tranches de vie. Et ce livre se présente comme étant, à part d'être une autobiographie, mais d'être le témoin d'une époque où des gens de mon âge vivaient d'une certaine manière et leur parcours. Justement, ça permet de voir une évolution. Comment vous avez vécu cette évolution, on va dire, de la pratique à travers plusieurs décennies? Du coup, quel serait votre avis sur la question? Mais justement, et c'est très important d'avoir les autres invités là, puisque ce sont des gens qui quand même sont des témoins vivants de notre époque et des militantes culturelles. Quand on a commencé, Tambour, c'était Bitin à Vienec, donc il y avait quand même... alors, il y a eu plusieurs antinomies, puisque mais j'étais avec un ami frère, qui est toujours mon ami frère d'ailleurs, qui s'appelle Fred Penture, et on a été les premiers à s'intéresser au cas. Parce que c'est vraiment le cas de ma vie, parce que le cas est en fil rouge, c'est lui qui surligne tout ce qui m'est arrivé après, depuis cette période où moi j'ai découvert le cas lors de vacances étant adolescent à Bouillotte. Et ensuite jusqu'à la journée d'aujourd'hui avec les évolutions qu'on connaît. Mais au départ, lorsqu'on jouait du cas,
c'était les balbutiements. C'était l'époque où le boula, c'était le Zandoli Patinipat. Hein. Bon, ben c'était pas le boula Tumbla que nous connaissons maintenant. Lorsqu'on a commencé, c'était extrêmement mal vu. Mais il y avait quand même une antinomie, puisque, bon, mais c'est mon a dit, mais c'est bité à Viennet, mais c'est quand même des garçons de famille, comme on disait à l'époque. Dans la foulée, nous trappé bac. Donc, bon, ben, il n'y a pas été si perdu qui ça, parce que pas cher. Nous partis faire études, et puis on a fait des choses et compagnie. Et puis la chose a évolué, puisque maintenant, bon, ben, désormais, bon, ben, le Gouka est rentré quand même à l'UNESCO et reconnu. Bien. Oui. Et donc, en fait, bon, on a dans le livre, on va dire, une trame un peu historique de différents souvenirs. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui vous a marqué, ou il y en a beaucoup? Quel serait le plus important pour vous qui a marqué votre carrière? Il y a un souvenir qui est extrêmement marquant parce qu'il aurait pu être douloureux, mais il a été déterminant. Lorsque je suis parti faire mes études après le bac, c'était en mai 68, hein, donc déjà, bon, il fallait le prendre et tout. Bon. Et puis je suis parti 2 ans après faire des études en région parisienne. Ma mère a mis ses faibles économies dans une enveloppe et puis donc je pars, attendu par des parents à Paris. Et je laisse l'enveloppe avec tout l'argent sur le comptoir d'Air France. Donc j'arrive à Paris sans un sou. Mon frère qui vient me chercher à l'aéroport, content de me voir et tout, et puis il me dit, mais attends, tu grimaces? Je lui dis, oui, mais tu sais, enfin, je dis pas ça par profitation, mais bon, ben, je suis sans un sou. Et il m'a donné 2 choses qui m'ont marqué. Il m'a donné, parce qu'à l'époque, on était en francs, il m'a donné un 50 francs, et il m'a donné une adresse, c'était le CROUS, le Comité des œuvres universitaires. Et donc, le lendemain, j'ai été au CROUS, j'ai expliqué ma situation. On a fait mes démarches pour que je m'inscrive en fac. J'ai eu une petite aide et j'ai commencé à jobber parce qu'il y avait un tableau avec des jobs. Le lendemain de mon arrivée, j'étais distributeur de prospectus. Et pendant pratiquement toute la durée de mes études, j'ai jobé, ce qui me permettait, n'est-ce pas, d'arrondir les fins de mois, parce qu'à l'époque, bon, ben, le prêt d'honneur n'était pas si gras que ça. Donc ça, c'est vraiment ce sont des choses qui forment quelqu'un, puisque bon, ben, tout de suite, j'ai été plongé dans la vraie vie, pour découvrir les gens et au contact, justement, avec la population. Donc là, en fait, par rapport à votre évolution personnelle, je sais que le Gros-Ca a évolué. Comment vous voyez maintenant la place du Gros-Ca en dehors de la Guadeloupe? Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Et je suis bien content qu'on puisse faire la remarque parce que le Gros-Ca, au fil des années, a acquis ses lettres de noblesse. Et il me souvient que lorsqu'on a commencé à jouer, on disait de nous, c'est Moun qui a joué Gros-Ca. Et maintenant, on dit, ce sont des musiciens. C'est parce qu'on a fini par se rendre compte, et ça fait longtemps que nous luttions pour ça, pour expliquer que c'était un instrument de musique. Que de froid. Des gens, un kidam, il passe près de vous, vous avez votre cas près de vous, il est tenté de taper dessus, alors que si, bon, ben, outrage au piano ou bien mandoline, bon, peut-être ça, bon, il l'aurait pas fait. Bon, ben, il tape dessus, et il est content de lui. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai joué. Non, tu as fait du bruit, tu n'as pas joué. Oh, ce sont des instruments de musique. Je suis désolé. Moi, je suis musicien sur un cas. D'accord. Donc ce livre, donc on peut le trouver où? Alors c'est édition Nestor. Oui, c'est édition Nestor. Ben, c'est dans toutes les bonnes librairies, boutiques de la presse et compagnie. Et puis donc voilà. Et le lancement officiel, ben, c'est demain. Oh. C'est demain à région bastérienne. Ça va être à la médiathèque de Saint-Claude, à la médiathèque Bernadette Pierrot-Cassin à Saint-Claude. Bon, où j'invite non seulement tous les amis et tous les sympathisants, et d'ailleurs tout le monde, enfin bref. Et puis alors, comme on a le sens de l'accueil et compagnie, je dis aux personnes qu'à part l'aspect un petit peu normatif,
qui se passe lors d'une présentation d'ouvrage. Quand ça sera fini, comme il y aura tout plein de musiciens là, eh ben, nous refons un petit son. Dernière question. Pour remercier tout le monde. Merci. Dernière question. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes qui veulent suivre votre trace et faire vivre cette tradition musicale, ce serait quoi le conseil? Alors, c'est une très bonne question et qui tombe très bien parce que je suis enseignant. Je suis enseignant en art et tradition populaire et dominante au tambour. Et je dis à mes élèves chaque fois, lorsque un élève arrive devant moi, je lui dis, écoute, avant qu'on ne fasse quoi que ce soit, tu veux jouer, bon, ben, tu n'as pas encore joué et tout, je vais jouer pour toi. Je vais te montrer ce qu'on peut faire. Seul, on va sortir de la dichotomie marocain-boularien, puisque maintenant, nous sommes très à l'aise dans le boula marocain. Vous connaissez ce terme, mesdames. Oui. Donc, je leur dis, je vais jouer quelques instants pour toi, pour te donner envie d'apprendre à jouer. Et ensuite, je vais t'expliquer comment arriver à ça. Parce que au départ, tu penses que tu es un petit peu limité parce qu'il y a 3 sons aigus, médium et basse. Mais avec ces 3 sons-là, tu peux faire plein de choses. Et c'est un instrument de musique. D'accord. En tout cas, merci pour d'être venu pour partager ce bel ouvrage qui est riche apparemment, que j'aimerais vraiment prendre le temps de lire. Je vois qu'il y a beaucoup de photos, un crédit photo très important, même des articles de presse. Donc, je vous conseille ce livre. Merci Elles beaucoup. ont déjà passé commande. Elles ont passé commande, d'accord. On va rester dans le domaine culturel avec l'Académie du CAC, qui est vraiment une institution en Guadeloupe et qui va faire sa rentrée culturelle, donc avec plusieurs événements, donc avec Nadia Pater, qui est la présidente de l'association, et José Turlepin, membre actif et chargé de communication. Alors, votre école a mis vraiment un point d'honneur sur la transmission. On parlait de ça justement avec Monsieur Antoinette. Comment vous voyez l'évolution de l'intérêt des jeunes pour le Groka et les danses traditionnelles actuellement? L'une des deux. Alors, une école, l'essence même d'une école, c'est de transmettre, donner envie, faire découvrir et piquer la curiosité. Et lorsqu'on a mis en place tout ça, les jeunes viennent, ils posent des questions, ils ont envie d'investir ce pan de culture qu'ils découvrent, ma foi, et après qu'ils embrassent avec passion. Lorsqu'un jeune sort passionné de sa culture, de ses costumes, de sa danse, de ses chants, de son tambour, de sa musique, nous avons rempli notre mission. Donc, c'est vraiment permettre de rentrer dans ce que nous sommes, en fait. C'est vraiment ça. Exactement. C'est vraiment faire corps, découvrir une nouvelle dimension de ce que nous sommes et surtout apprivoiser toutes les différences qui vont nous signer dans le tout monde. Dans le tout monde, il n'y a pas que de monde, mais là, il y a bonnes îles, Caraïbes, pays Guadeloupe, ils savent que c'est là il y a différent. Donc, c'est surtout apprendre à signer notre singularité dans ce tout monde. Madame Pater, si vous voulez compléter éventuellement la réponse. Non, elle a tout dit. Elle a tout dit. Donc, les portes ouvertes, la pré-rentrée et les journées de pré-rentrée coïncident avec les journées européennes du patrimoine. Je ne sais pas si c'est une volonté. Cette année, c'était un peu particulier parce que nous avons... Alors, l'Académie du CAC est une école de danse traditionnelle et souvent, nous n'étions pas associés aux journées européennes du patrimoine. Donc, le travail, depuis 2 ans, on y travaille. Et cette année, on a voulu inscrire notre école et ce qu'elle propose dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Donc, nous avons fait coïncider les deux, les portes ouvertes et ces journées européennes du patrimoine. Et c'est pour ça que nous commençons vendredi avec une visite des scolaires. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous avez prévu pour les scolaires, pour les familles qui veulent découvrir? Alors, demain, vendredi, nous ouvrons nos portes à 8h pour les scolaires. Ça va débuter donc par une exposition guidée dans notre local et suivie d'une initiation à la danse. D'accord. Donc ça, c'est pour les scolaires. Il y a plusieurs classes qui sont
inscrites. Et malheureusement, nous n'avons pas pu prendre tout le monde recevoir parce tout le monde, ouais. qu'on a donné 3/4 d'heure par classe. Et donc, ça ne suffit pas. Désolée pour celles qui sont arrivées en retard, mais bon, on ne peut pas faire. On ne peut pas repousser et on ne pouvait pas commencer non plus avant. D'accord. Donc Voilà. là, c'est vendredi dédié aux scolaires et du coup, le samedi... Alors, le avant samedi. de passer Oui. au samedi, Président, tu permets, cette exposition, en fait, nous avons choisi quelques éléments représentatifs du fonds costumier guadeloupéen. D'accord. Et la visite guidée va se faire à travers cette promenade de costumes. Le costume va être un support, mais il va raconter une histoire. Il raconte le fait social qui a amené à la création de ce costume et naturellement l'histoire qui est Est-ce qu'on peut, attachée. costume, du coup, est-ce qu'on peut parler du marée-tête, là? Est-ce que ça a une signification aujourd'hui, celui que tu as? Alors, c'est pas un marée-tête, madame, Non. c'est une coiffe. C'est une coiffe. Excusez-moi. Pardon, désolée. C'est une coiffe, Une c'est-à-dire une coiffe qui se prépare avec une expertise. Ah, bah, j'imagine, oui. Vraiment une expertise très certaine et qui se prépare en avance et après on la pose comme un petit chapeau. Donc la coiffe que je porte, par exemple, c'est une coiffe qui est réalisée pour porter avec un costume d'apparat. D'accord. Donc aujourd'hui on ne voit pas, mais j'ai quand même une robe qui n'est pas une robe de tous les jours, D'accord. avec les jupons. Donc voilà. Donc c'est ce type de tenue qui sera pour la Alors, partie d'exposition. Voilà, nous partirons de la robe 3 trous, l'esclave, l'afrodescendant esclavisé arrivé nu, à la robe d'apparat pour le bal du gouverneur. D'accord. Très bien. Donc, et après, donc, le samedi, ce sera plus des ateliers. Alors le vendredi aussi, Il y a aussi- pendant c'est qu'on va plein d'autres choses le découvrir, vendredi. découvrir les costumes, il y aura une découverte, une initiation à la danse À la Gros-Cas. Crédit. D'accord. D'accord. Donc, pour le vendredi, C'est bon. C'est c'est bouclé. OK. C'est quand même pas mal. C'est déjà bien rempli. Donc, après, donc, samedi et dimanche, vous avez des ateliers pour public, tout public, à partir de 3 ans jusqu'à... Pas d'âge. Notre doyenne a 88 ans. 88 ans. Donc, Voilà. Donc, comment, du coup, vous vous adaptez les enseignements en fonction des âges? En fonction des âges. Oui. En Ok, fonction- et j'imagine que ça a un impact sur la vie des élèves. Absolument. Comment ça Alors, se traduit? la danse, et particulièrement la danse Gros-Cas, nourrit à la fois le corps et l'âme. Donc forcément, ça impacte ta vie, ça impacte ta bonne humeur, ça impacte ton envie de. Donc, et c'est ça aussi, la danse, venir nourrir son corps, faire du sport, se muscler, mais aussi connaître tout ce qu'il y a autour et surtout apprivoiser la bonne humeur, l'envie de vivre heureux et de partager. Donc, il y a des horaires bien spécifiques sur différentes, on va dire, thématiques. Je ne sais pas si c'est Alors, thématique. Alors, avant le dimanche, le samedi, Le samedi, voilà. Il y a donc une représentation des petits élèves de l'Académie du Cap, puisqu'on est basé sur la transmission. Donc, elles vont faire une présentation à partir de 17h. De 17h à 17h30, elles font le spectacle. Elles ont hâte. J'imagine, oui. Hier, parce qu'on a deux Ah garçons. oui, il y a 2 garçons, c'est vrai. On a l'habitude de ne pas avoir de garçons. Donc, Et donc, garçon-fille, c'est vraiment mix. Hein, je veux Peu dire, importe. les cours. Peu importe. Exactement. Voilà. Ok. Ensuite, après donc, cette présentation, on aura un coup de tambour pour terminer en joie cette présentation. Le lendemain, l'Académie du Cap ouvre ses portes à partir de 10h. Donc, tout public peut venir visiter donc l'exposition et participer à des petits ateliers de danse. Ça va de la danse Gros-Cas pour les tout petits à partir de 3 ans. Je Ensuite, vois quadrille, il y a plein de choses. Oui. Soulka, c'est quoi? Le Soulka. Le Soulka, c'est une nouvelle... C'est une nouvelle discipline Voilà. qui a été apportée par Clara Rinaldo. D'accord. Et c'est vraiment entre travailler your soul avec du cas. Donc, elle a fait un C'est mix. un peu jazzy, c'est quoi? Alors, c'est pas tout à fait le jazzy. Enfin, dans la danse c'est- même, je alors, parle. le soulka, c'est pas tout à fait une danse, c'est plus un moment de relaxation, D'accord. d'introspection, de Ok. détente, de relâchement. d'étirement. To give of your soul avec le cas. Voilà. Ok.
Et le ka jazzé, par contre, c'est de la danse. C'est du jazz, des techniques de jazz avec du ka. Donc, on a fait un mariage entre les danses et les techniques du jazz, mariées avec celles du ka. Donc, du jazz avec des postures qui sont bien de chez nous. D'accord. Donc, avec des démonstrations à la fin, toujours déambulation en costume, je vois. Donc, une journée vraiment... Il faut rester toute la journée, en fait. Absolument. Oui, absolument. Absolument. Vous pouvez même manger, puisqu'il y aura les cuisinières qui viendront à partir de 10h30 et qui pourront vous présenter leur mets. D'accord. Donc tout ça c'est gratuit, on peut tout tester. Sauf le repas. Bah oui, j'imagine. Alors, quand même. Vous venez dès le matin, vous organisez pour passer la journée, vous dansez, vous vous restaurez, vous regardez une déambulation de costume, vous apprenez des choses à travers une exposition, vous finissez en joie avec un spectacle magnifique. Vous faites votre inscription surtout. Surtout parce que voilà. Donc venez avec tous les éléments, surtout les éléments de confiance pour l'inscription. Et puis vous repartez heureux pour commencer une nouvelle année culturelle avec votre famille, Académie du Ka. Et il y a aussi les cours de Ka. Oui. Les cours de Ka, enfin les ateliers de Ka. Les ateliers de Ka, donc... tout un chacun pourra s'essayer et non pas taper. Oui, comme il disait, voilà. Exactement. Voilà. Alors, par rapport à justement le rayonnement que vous avez international, vous êtes déjà parti dans le monde. Quels sont les projets pour l'année, éventuellement Mais nous attendons donc des invitations d'ailleurs pour voir si... pour exporter donc notre culture comme auparavant. Et un des projets qui est encore dans les boîtes mais qui se travaille déjà, c'est que nous allons fêter nos 40 ans. 40 ans. Voilà. Donc déjà à l'œuvre pour mettre en place des choses. Le 40 ans, c'est quand même, on est majeur et il faut présenter un spectacle qui reflète le travail de ces 40 ans de militantisme culturel. Parlons de ça justement, le militantisme. Comment vous imaginez de poursuivre cette transmission à la fois par vos actions, c'est sûr, mais est-ce qu'il y a autre chose auquel le plus naturellement du monde, parce que cette culture, elle est nôtre. Donc on pense pas à des actions pour faire reconnaître qui nous sommes. C'est-à-dire que dans tout ce que nous entreprenons, ma culture, elle est présente dans ma façon d'être. Donc, de ma façon de me présenter, de ma façon d'investir ce monde qui est autour de moi. Je suis une femme guadeloupéenne avec une culture guadeloupéenne. Et ça, et fière de l'être. Fière de ce que je suis, avec mes failles certainement. Mais ces failles, j'en ai fait ce que je suis. Et personne d'autre ne peut être comme nous. Donc, c'est une fierté. Et c'est transmettre cette fierté en tant que telle. Et surtout, faire de toutes ces failles, de tout ce qui s'est passé, une force. Bon, ce sera une formidable conclusion. Merci en tout cas à vous tous d'être venus sur le plateau pour parler de cette belle rentrée culturelle. On rappelle que ça démarre vendredi, donc pour les scolaires. Et après, le samedi, vous avez plusieurs temps forts dès 10h. Jusque tard dans l'après-midi, vous pouvez venir à l'Académie du Ka. Si je peux rajouter quelque chose. Je vous en prie, oui. Toute la semaine, à partir du 23, il y aura, du 23 au 28, il y aura donc des cours offerts par l'Académie du Ka. Donc, des cours gratuits aux heures des cours, 18h. Donc, 19h. Possibilité, si on a raté ce samedi, de venir en renfort pour tester, découvrir. Essayer, choisir son cours et surtout s'inscrire. Et donc, on rappelle le vendredi, donc demain à 18h30, on a rendez-vous à la médiathèque. Tout à fait. La médiathèque, donc Bernadette Pierrot-Cassin, pour découvrir donc ce livre, Le Ka de ma vie. Le Ka de ma vie. Voilà, avec un coup de tambour aussi prévu à la fin. Et comment Toujours. C'est obligatoire. C'est la signature. C'est la signature. D'accord. Merci beaucoup. Oui, Claudia est avec moi. Donc, on va revenir tout à l'heure. On fait notre première pause publicitaire. On va revenir avec Caroline Alix qui va nous parler de apaiser ses relations. C'est la chronique du 7 ciel. À tout à l'heure.
il est 13h02, nous allons reprendre le cours de l'émission et parler avec Caroline Alix de comment apaiser les relations tout à l'heure. Bonjour Caroline. Bonjour Iman. On va revenir sur Caroline tout à l'heure. On va déjà aborder quelques sujets d'actualité, notamment les grèves EDF qui touchent beaucoup de nos concitoyens. On va avoir une réaction de Monsieur Vénutolo, donc président de la CPME. Maintenant que la Guadeloupe fait face à une grève qui touche la distribution de l'électricité, la situation devient vraiment très préoccupante pour le tissu économique local. Les petites et moyennes entreprises qui sont déjà fragilisées par un contexte difficile se voient confrontées à des coupures intempestives qui compromettent l'activité. On voit un reportage d'Olivier Félix qui a pu prendre les mots de Victor Vénutolo qui s'est exprimé sur le sujet. Je suis extrêmement en colère contre cette grève. Vous savez, dans un contexte tel que celui que nous connaissons en ce moment, où on parle beaucoup de vie chère, où on demande aux entreprises de faire des efforts pour obtenir de manière illusoire les mêmes tarifs que dans l'Hexagone, j'indique à la population et j'indique à toutes les personnes qui s'interrogent pour savoir pourquoi le coût est plus cher pour les entreprises de Guadeloupe. Je leur rappelle qu'en métropole, en France métropolitaine, dans l'Hexagone, il n'y a pas de grève d'électricité, il n'y a pas de coupure d'électricité, il n'y a pas de coupure d'eau, il n'y a pas de route bloquée en permanence et trop régulièrement. Aujourd'hui, les entreprises de Guadeloupe ont une trésorerie qui est difficile. Ce sont les chiffres de l'INSEE et les chiffres que nous connaissons. Il y a 300 entreprises en Guadeloupe qui sont en grande difficulté. Ça représente à peu près 1 millier de salariés. Ça représente à peu près 500 familles. Est-ce que vous vous imaginez ce que ça peut représenter de mettre ces 500 familles au chômage parce que des fous, je dis bien, je pèse mes mots, des fous sont en train de bloquer la Guadeloupe. Quid des restaurateurs qui ne peuvent pas avoir de la marchandise dans leur frigo parce que la marchandise aura été avariée, parce qu'ils n'ont pas de groupe électrogène pour fonctionner. Et donc, après plusieurs heures de grève, eh bien, la marchandise n'est plus aux normes. Quid de ces coiffeurs qui ne peuvent pas sécher les cheveux de leurs clients? Quid de ces mécaniciens et de ces soudeurs qui ne peuvent pas travailler? Quid du particulier qui ne peut pas être dialysé parce qu'il a une coupure d'électricité qui dure pendant des heures chez lui? Vous pensez très sincèrement que ceux qui n'ont pas les moyens, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pas payer les fournisseurs, ils vont payer en retard les salaires, ils vont pas payer les charges sociales. On va se retrouver avec un problème avec l'URSSAF qui va dire vous n'avez pas payé vos charges sociales, donc on vous bloque, donc on vous met des ATD. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Alors forcément, ces coûts non prévus, il faut 10 000 € pour remplir une cave de gazole pour un professionnel. Ces 10 000 €, ça va se retrouver à un moment donné dans le coût de revient des marchandises. Et après, des idéalistes vont nous dire qu'il faut que ce soit le même coût qu'en métropole. Mais en métropole, personne n'a un groupe électrogène parce qu'il y a une grève d'électricité. Personne n'a une citerne parce que on coupe l'eau, parce que on ne sait pas où sont passés des millions d'euros dans une comptabilité. Personne ne bloque des routes du matin au soir pour telle raison aujourd'hui, pour telle autre raison demain. Je trouve ça scandaleux. Vraiment, je trouve ça scandaleux. Et je dis que c'est dangereux pour les entreprises de Guadeloupe. Voilà, un mécontentement qui gagne tout le monde, toute la population est impactée par ces coupures intempestives. On espère vraiment qu'une solution sera trouvée rapidement. On va parler maintenant du village de la mobilité. Cette semaine marque la semaine européenne de la mobilité. C'est un événement incontournable pour encourager de nouveaux modes de déplacement plus respectueux de l'environnement. Et en Guadeloupe, donc l'ADEAL et la région Guadeloupe s'unissent pour sensibiliser les citoyens et les entreprises à l'importance d'une mobilité durable. On va voir un reportage de Charlie Dagonia sur ce sujet. Aujourd'hui, le thème du village de solidarité, c'est la mobilité sociale. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu vraiment être présents, puisque Cap Excellence a mis en place un certain nombre d'actions dans le cadre de la mobilité sociale pour permettre aux plus vulnérables d'avoir accès à ce droit fondamental. Dans la tarification, par exemple, je prendrai quelques exemples. Pour les scolaires, nous avons des tarifs
bien particulier pour les personnes, les publics en grande difficulté. Pour la population, avec Caroline, c'est le nouveau projet KEPI. On aura encore un certain nombre d'actions qui vont être mises en place. Et aussi, dans le cadre de transport de manière normale, nous avons aussi des tarifications. Aujourd'hui, non seulement il y a cette mobilité avec la tarification, mais aussi il y a aussi ce côté transition écologique qui reste important. Nous avons mené plusieurs actions cette année, ou même l'année dernière. C'est-à-dire que nous avons été dans l'accompagnement à domicile pour les personnes en situation à mobilité réduite. Nous avons aussi fait le carnaval aussi. Nous avons participé au carnaval aussi l'année dernière aussi avec notre groupe d'adhérents. Nous faisons aussi des journées de portes ouvertes à notre plateforme. Parce que nous avons une plateforme qui recense plus de 300 matériels, 300 techniques, fauteuils et autres. Pour la mobilité, la GMF propose déjà un simulateur que vous voyez derrière nous, un simulateur de conduite qui partage les valeurs de l'éco-conduite, donc l'entretien du véhicule, les facteurs de risque aussi à la conduite, à savoir la vitesse, l'alcool, les stupéfiants, comment bien entretenir son véhicule pour assurer un minimum de sécurité sur son véhicule, donc comment l'entretenir surtout, et les nouveaux modes de déplacement aussi, les engins de déplacement personnel, le vélo, la trottinette. Donc la GMF organise et représente effectivement tous ces engins et favorise la mobilité en fonction du choix du sociétaire de son moyen de déplacement. La mobilité, c'est une manière de se déplacer. Nous tous, nous avons besoin d'être mobiles, que nous soyons valides ou non valides. Voilà, nous avons tous besoin de bouger, d'aller acheter son pain au quotidien, d'aller vers les autres, d'aller sortir voir sa voisine, récupérer son fil à pain, aller récupérer son courrier. Donc nous sommes tous amenés à bouger, à ne pas rester, puisque nous sommes dans une société. On a connu pendant le Covid, nous étions isolés, nous étions tous enfermés et ça ne nous a pas fait du bien. Donc vraiment, aller vers l'autre, se bouger, se déplacer, c'est très important dans la société actuelle dans laquelle nous vivons. Voilà, il y a une deuxième date concernant ces villages de la mobilité. Ce sera demain à la gare routière de Bergevin, où on mettra en avant les initiatives régionales avec les transporteurs locaux. On va parler de contrôle bouclier qualité-prix, donc conséquence de la vie chère. Il y a eu beaucoup d'actions de contrôle qui ont été mises en place, notamment sur un hypermarché à Bémao et sur la commune de Débarré au Super U. Les inspecteurs étaient en place pour vérifier la conformité des prix et des produits affichés. On va voir quels constats ont pu être faits avec Charlie Dagonia. On vient de réaliser le contrôle avec les agents de la dette. Nous arrivons à un montant de 305,12 €, donc ce qui est inférieur au BQP attendu à 314 €. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un caddie pour une semaine, c'est un nombre de produits qui est mis en place pour garantir une non-fluctuation des coûts. Et c'est le cas depuis 2 à 3 années et il n'y a pas de fluctuation des coûts au cours de l'année. Nous avons des produits d'hygiène, nous avons des produits bébés, nous avons des produits frais, nous avons des produits locaux et puis des produits secs qui sont dans le BQP. Il y a une limitation des produits trop gras, trop salés, trop sucrés. Et puis, on a constaté qu'il y avait quelques produits de substitution. Donc, sur les 105 produits, il y en avait 9 de substitution. C'est-à-dire, la grande surface n'a pas pu donner le produit qui était dans le BQP, mais a fait un produit de substitution qui était généralement avec un volume plus important que celui qui est attendu. Quelques améliorations, comme par exemple, on a constaté qu'un cahier pour école était tout petit. Donc c'est vrai que ce n'est pas les formats que choisissent en général les familles pour la rentrée. Donc, globalement, un bilan positif. Et encore une fois, je le répète, le consommateur peut être actif du dispositif BQP et peut nous saisir. Je l'encourage à télécharger sur son téléphone portable l'application qui s'appelle Signal Conso et qui permet de signaler justement tout ce qui n'irait pas dans le cadre du BQP ou autre. C'est toujours une bonne chose d'avoir ce type de contrôle. Ça nous permet de toujours être vigilants, d'effectuer les contrôles de façon régulière et de corriger toutes les anomalies qui peuvent l'être et d'écouter évidemment la dette, ses conseils, améliorer ce qui peut l'être. Après, on a toujours des pistes d'amélioration, notamment sur l'étiquetage pour que le consommateur ait bien l'information, se repère dans les rayons. Il y a aussi des enjeux sur certaines quantités de produits, je pense au pack de lait.
Actuellement, c'est une brique de lait et non pas un pack de lait. Et puis, certaines tailles de produits, notamment les culottes, qui sont une seule taille de produit. Et puis, des produits aussi d'hygiène qui nécessiteraient, notamment pour les enfants, d'être pris en compte. Oui, alors effectivement, comme ils l'ont dit tout à l'heure, la qualité rejoint le protocole du BQP dans la mesure où il y a des produits très diversifiés de toutes les familles de produits. Il y a des produits qui sont importés de marques nationales. Il y a aussi des produits locaux sur les fruits et légumes notamment. Donc la qualité est respectée pour ce qui concerne le bouclier prix. Voilà, on va revenir sur l'actualité tout à l'heure. Maintenant, nous allons parler de démystifier certains fonctionnements de la justice avec Caroline Alix et sa chronique « Apaiser les relations ». On lance le générique. Alors, bienvenue donc Caroline. Qu'est-ce que tu vas nous aider à comprendre aujourd'hui dans le fonctionnement de la justice? Ce que je veux, c'est expliquer aux gens pourquoi parfois la médiation est mieux adaptée qu'un procès à travers les inconvénients du procès. La dernière fois avec Danick, j'en ai abordé 2 et aujourd'hui je vais en aborder un 3e, mais je te laisse reprendre. Oui, ouais. La suite. Alors du coup, c'est vrai que dans le livre L'art de la paix, rompre une relation, ça s'apprend. Tu décris certains concepts. Mais comment on fait pour se procurer ce livre maintenant? Alors c'est vrai que la librairie antillaise ayant fermé, la librairie générale, ça a été pour toute la Guadeloupe un grand choc, parce que c'était une enseigne qui tenait à cœur aux Guadeloupéens. Depuis, on peut le commander, ce livre, sur le site internet de Human's Place, avec un S, Human's Place, qui est la société qui a édité le livre et qui propose des formations en gestion des conflits. D'accord. Voilà. Et donc ce livre... Il est plus dans le commerce, mais on peut le commander en ligne. On peut le commander sur Internet, sur le site de Human's Place. D'accord. Voilà. Donc, le premier commandement pour gagner son procès, c'était quoi déjà? Alors, le premier commandement, c'était « Nul n'est censé se rapporter de preuves à soi-même ». C'est-à-dire que le juge va examiner dans ton dossier, quand tu vas le saisir, tout ce qui ne vient pas de toi. Donc, tu vas devoir faire raconter ta propre histoire à des témoins, des voisins, des amis, des membres de ta famille, ta maman, ton père, ta sœur. C'est eux qui vont devoir raconter ton histoire parce que ta manière à toi de voir les choses, elle est suspecte pour le juge. Suspecte, carrément. Oui, et il a besoin d'avoir des éléments tangibles qui ne viennent pas de toi pour être bien sûr que c'est réel. Et ça crée des ruptures dans l'information du dossier qui sont considérables et qui font que ce à quoi va ressembler le dossier à la fin, c'est pas du tout ce que tu as vécu. D'accord. On parle de pouvoir discrétionnaire d'appréciation du juge. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce que tu fais dire à tes proches pour pouvoir essayer d'avoir gain de cause, eh bien, le juge va le retraiter avec ses propres valeurs, sa propre vision du monde à lui, qui n'est pas forcément la même que la tienne. Donc, il y a un deuxième filtre qui vient brouiller la lecture d'un dossier devant le tribunal, qui va être la sensibilité du juge qui va examiner ton dossier. Donc, c'est quand même subjectif, en fait, comme analyse aussi. Oui, il y a une part de subjectivité qui est nécessaire parce que le texte législatif ne peut pas aborder toutes les situations de terrain. Donc, il est assez général et impersonnel, ce texte, et c'est important que le juge il ait un petit peu de latitude et de marge pour pouvoir s'adapter au point d'équilibre que lui va estimer le plus juste par rapport au conflit qu'on lui soumet. D'accord. Le deuxième commandement, c'était du coup lequel ? Eh bien, c'était le pouvoir souverain d'appréciation du juge qui vient un peu brouiller la lecture du dossier. D'accord. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'un nouveau commandement. Voilà. Alors, la nouvelle règle que je voulais aborder avec vous, qui est toujours la même au procès, qui s'ajoute aux 2 autres pour compliquer l'aventure au tribunal, c'est que la victime dans un procès pénal, elle est tolérée. C'est pas l'espace naturel des victimes, et c'est un choc quand on est victime d'une infraction de voir la manière dont on est traité au sein d'un tribunal,
parce que j'ai envie de dire que c'est pas la star du procès pénal du tout, et loin de là. D'accord. Alors, qui est la star, j'ai envie de demander. Mais c'est une très bonne question, Iman. C'est un petit peu pour ça que j'avais abordé des choses comme ça. La star, en fait, c'est le procureur de la République qui a à son service, à sa disposition, les autorités de police, les autorités de gendarmerie pour mener des enquêtes et rechercher la vérité. Le procureur de la République, c'est lui qui est garant de la sécurité sur le territoire. La victime alerte parce qu'il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé, mais l'action publique, elle appartient au procureur de la République. Alors ça va très loin cette histoire, parce que le procureur de la République, il a ce qui s'appelle l'opportunité des poursuites. Ça veut dire qu'il est libre de ne pas poursuivre quelqu'un qui a commis une infraction, ou de poursuivre quelqu'un qui a agressé une victime, même si elle retire sa plainte. D'accord. Voilà, donc on maîtrise pas grand-chose. C'est un peu surprenant quand même, non? Ouais. Ah mais si, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'on ne peut pas s'imaginer que ça fonctionne comme ça. Donc certaines victimes peuvent repartir sans avoir pu déposer plainte et sans conseil, sans soutien. Oui, c'est-à-dire que le code pénal prévoit que lorsqu'on est victime de violence, il faut rapporter la preuve du nombre de jours d'ITT. C'est dans le texte et c'est comme ça. Si on peut développer. Voilà, alors l'ITT, c'est une notion floue, dont j'ai pas encore non plus moi-même en 20 ans compris tous les contours, puisque c'est une notion médicale et que je ne suis pas médecin. Donc je m'en remets à l'appréciation d'un médecin, tout comme la victime, elle va aller voir son médecin qui va lui prescrire un certificat médical qui constate une ITT. C'est une incapacité temporaire de travail. Et si tu ne vas pas au commissariat avec ton papier, avec l'ITT, eh bien le policier peut te dire que l'infraction n'est pas constituée et que voilà, il peut pas prendre ta plainte. Mais il ne va pas forcément te dire va chez le médecin pour qu'on te prescrive un certificat médical et reviens me voir. D'accord, donc l'ITT est, on va dire, prescrit par le médecin, enfin délivré par le médecin. Oui. Et sur quels critères, justement, il va évaluer la gravité des choses? Alors, c'est très délicat. Moi, je ne sais pas comment le médecin aborde ça. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu beaucoup d'erreurs dans les certificats médicaux où les médecins confondent arrêt de travail, période d'arrêt de travail et gravité de la blessure. L'incapacité temporaire totale de travail, dans l'incapacité de travail que le code pénal aborde, ça se traduit en termes de jours d'ITT. 8 jours, plus de 8 jours, moins de 8 jours. Plus de 8 jours, souvent, c'est correctionnel. Moins de 8 jours, c'est le tribunal de police. Donc, ce document, il est décisif puisqu'il va nous dire devant quel juge on va aller après. D'accord. Et bien souvent, les médecins confondent la période où la personne va être peut-être arrêtée suite à ses blessures avec l'ITT, qui est la gravité. Et donc, c'est une notion floue et qui brouille énormément la lecture dans les dossiers. D'accord, d'accord. Donc, il y a un petit flou, justement, et j'imagine que ça doit compliquer la façon dont on prend en charge les personnes. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Si vous êtes concerné par des violences physiques, il faut parfois aller chez le médecin avant d'aller au commissariat pour se faire prescrire ce certificat médical qui constate le nombre de jours d'ITT. C'est très important. Et après, vous pourrez aller au commissariat et vous serez accueilli tout à fait avec beaucoup de sérieux parce que le dossier sera complet. Si le dossier n'est pas complet, eh bien l'officier de police ou de gendarmerie, il ne pourra pas prendre votre plainte. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir le choix d'éviter le procès? Est-ce que du coup, on a besoin d'avoir un minimum de considération pour son ennemi, son pire ennemi? Alors, quand tu vois déjà les obstacles, les 3 premiers que j'aborde, alors qu'il y en a 10, déjà quand tu vois les freins par rapport à la réalité de ce que tu vis, que tu vas rencontrer dans cet espace judiciaire, vraiment, moi, j'encourage les gens à réfléchir à 2 fois avant de saisir le tribunal pour peut-être se confronter à l'autre dans un espace privilégié où on ne peut pas être dans le déni de l'autre, puisqu'on est obligé de discuter avec, mais parfois dépasser son orgueil mal placé pour pouvoir se confronter à l'autre, pour essayer de trouver une porte de sortie intelligente pour tout le monde. C'est plus intéressant et ça, on peut le faire de manière sécurisée dans le cadre de la médiation et notamment de l'association AMAC, A-M-A-K, qui a un site internet et que vous pouvez contacter par internet.
Donc, c'est plus facile d'aller vers la médiation et d'être vraiment entendu dans sa façon de voir la situation des deux côtés, je veux dire, c'est ça? C'est ça. Ok. Alors, pour conclure, est-ce que quand l'une des parties sera dans le déni de l'autre, la médiation sera plus possible? Qu'est-ce qu'on fait alors, du coup, quand la médiation n'est plus possible? Alors, on n'a pas le choix. En fait, le problème que tu évoques là, c'est quand l'adversaire, lui, il veut pas discuter avec toi. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'aller au tribunal pour faire valoir tes droits. Mais plus on sera de personnes conscientes des problèmes qu'on va rencontrer dans un procès, plus on sera d'accord à deux pour régler nos problèmes dans un espace sécurisé qui sera la médiation, et bien plus on va pouvoir se protéger des dérives du procès et contrôler finalement la sortie du litige et du conflit. D'accord. Pour conclure sur AMAC, peut-être que tu peux donner des coordonnées pour les personnes qui veulent justement avoir affaire avec la médiation. Ouais, alors on est joignable par mail sur amacmédiation tout attaché @gmail.com et le portable de l'association c'est 06 90 98 60 01. On pourra vous donner des renseignements complémentaires en fonction de votre situation, voir dans quel espace vous dirigez en fonction de la gravité de ce que vous vivez. D'accord, bon, j'imagine qu'on aura la suite des commandements sur la prochaine chronique. C'est ça, il en manque plusieurs. 7. On a de quoi faire. C'est ça. Merci en tout cas Caroline d'être venue et on poursuivra ensemble sur cette découverte de commandements et de comment fonctionne la justice pour le bien de tous. On va enchaîner avec l'actualité et notamment la conférence publique qui a eu lieu sur l'aménagement du territoire aux Abîmes. Une réunion publique de concertation a eu lieu pour présenter les grandes lignes de cette opération ambitieuse qui va s'étendre sur plusieurs décennies avec un investissement global de plusieurs millions d'euros. Cette initiative de Cap Excellence en collaboration avec l'Agence nationale de renouvellement urbain vise à améliorer le cadre de vie. On voit un reportage de Vianney Valverde. Nous sommes là aujourd'hui dans une réunion de concertation dans le cadre de la rénovation urbaine WICAP. Donc le préfet vient de prendre un décret pour comment dirais-je, arrêter le caractère d'insalubrité de Vieux-Bois-Abîme. Le travail qu'on a mené en amont est reconnu et la continuité va se faire parce qu'en fait, il faut surtout chercher à répondre aux besoins des habitants dans leur quotidien. Donc on parle de transport, on parle de tout ce qui est zone économique, on parle de santé. En fait, l'habitation dans sa globalité, le bien vivre ensemble, la cohésion sociale ont été les thèmes que nous avons évoqués ce soir. Nous sommes les représentants des citoyens et sur le quartier, on fait des animations, on rassemble les habitants pour l'information, on les invite à participer et nous avons été aussi invités à toutes les étapes pour la progression du chantier. Le projet a bien avancé et qu'il va y avoir des ateliers avec la population pour nous permettre d'avoir des affinités plus poussées sur les connaissances. On a par le passé fait certaines rencontres, des consultations qui se sont déroulées sur site. Là, on a invité la population concernée à venir dans la salle de délibération, porter leur pierre à l'édifice, leur suggestion et leur rappeler aussi que la phase de consultation n'est pas terminée puisqu'on a des ateliers qui sont prévus à cet effet. C'est l'occasion pour nous, lors de 3 ateliers, le 8, le 9 et le 10 octobre, d'inviter tout le monde qui puisse vraiment se rapprocher de nous, se rapprocher du pôle technique de la rénovation urbaine, en tout cas de Cap Excellence sur Gancan, pour avoir les éléments et surtout partager ensemble quelles sont leurs doléances, leurs suggestions, parce qu'en fait, on construit avant tout ensemble. Nous continuons à travailler pour améliorer le cadre de vie, mais aussi l'environnement de ces quartiers-là. Pour l'instant, on peut dire que les habitants de Vieux-Bourg adhèrent à la rénovation. Ils craignent les loyers qui seront plus chers, mais ils sont contents de voir que le quartier sera rénové et ils souhaitent revenir après. Voilà, donc nous allons faire maintenant notre deuxième pause publicitaire. On reviendra tout à l'heure avec Mehdi Luit et Jenny Paulin pour parler du Salon du Sport. À tout à l'heure.
Allez, il est 13h32 et nous sommes dans la troisième partie du ZCL. Nous allons parler de sport, donc avec Mehdi Luit, parrain du Salon du sport, double champion du monde et champion du monde de Jiu-Jitsu. Bonjour. Bonjour. Et avec Jenny Paulin, partenaire du Salon du sport, coach, chorégraphe, danseuse, serial entrepreneuse. Bonjour Jenny. Bonjour. On va parler du Salon du sport et justement on va d'abord parler de l'actualité et de cette conférence de presse qui a eu lieu hier, qui va parler de cet événement qui va réunir tous les passionnés et les acteurs du sport en Guadeloupe. L'objectif est de promouvoir l'activité physique sous toutes ses formes, notamment avec cet événement qui aura lieu ce week-end, qui va permettre d'explorer les différentes disciplines sportives de l'île. On voit un reportage de Max Morel. L'objectif du salon, c'est tout à fait ça, inciter la population à pratiquer une activité, à faire du sport, même une fois par semaine, une fois dans la semaine, 2 fois en fonction de sa santé, de ses disponibilités, mais trouver du temps, trouver un temps pour avoir une pratique, une activité, c'est important. Le sport aussi prône des valeurs, les valeurs qui sont pour moi le respect de soi, le respect d'autrui et le respect de son environnement. C'est des valeurs qui sont propres à ma discipline, mais qui sont propres aussi, je pense, qui doivent être transversales et qui sont propres à toutes les disciplines sportives. Pour moi, c'est essentiel même parce que le sport, ça rassemble. Le sport permet aussi le mieux-être et on tend à cette direction, peu importe l'âge qu'on a. En tant que parents, on s'investit pour nos enfants, pour qu'ils aient des activités, pour pouvoir s'épanouir. Mais aussi, nous, en tant qu'adultes, on cherche bien sûr des activités pour se sentir mieux. Et je pense que le salon est l'occasion puisque nous aurons vraiment une multitude, on a dit plus de 50 acteurs qui seront là réunis et je pense que ça n'a pas de prix, donc j'invite vraiment toute la population guadeloupéenne à nous rejoindre. Le salon du sport, c'est vraiment venir pratiquer, découvrir les exposants et découvrir les activités. Et cette année, nous avons de nouvelles activités. Comme je dis, nous avons donc il y a le badminton qui existe, mais nous aurons le badnishton. Et pas mal d'autres choses. Je n'ai pas tout en tête, je ne vous cache pas. Nous avons 52 exposants, donc il y aura matière à... Je vous invite à venir au Salon du sport. C'est un salon où on peut venir en famille, il faut venir avec sa tenue. Et le salon, en fait, on peut venir de 3 à 99 ans, même... dès 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on arrive à marcher. Dès qu'on peut marcher, on peut venir et on fait de l'inclusion aussi. Donc en fait, il y aura des ateliers pour les personnes en situation de handicap. Voilà, transition toute trouvée donc avec les 2 protagonistes de ce reportage. Donc Mehdi Luit, qui est donc le parrain du salon. Vous êtes donc double champion du monde de Jiu-Jitsu. Est-ce qu'on peut revenir juste un petit peu sur votre parcours et justement sur les victoires que vous avez eues à l'international? D'où vient cette passion? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette discipline? Il faut dire qu'au départ, je faisais du judo. D'accord. Et puis après, pendant que le jiu-jitsu, c'est l'ancêtre du judo. Donc en fait, pendant que je pratiquais le judo à un haut niveau universitaire, j'ai bifurqué par un de mes profs et puis ça m'a plu vraiment. Parce que c'est une discipline beaucoup plus complète. Parce qu'on a 3 phases, point-pied, corps à corps et sol. D'accord. Donc, 3 points, c'est ça? Comment vous avez... 3 phases, parce qu'en fait, il y a un peu comme le karaté, comme un peu le judo et la lutte, et au sol, on travaille en éoisin, un peu comme le jiu-jitsu brésilien. Ok, d'accord. Donc, c'est une discipline qui prend en Guadeloupe. Il y a plus, on parle plus du judo, j'ai l'impression. Oui, parce qu'en fait, le judo, c'est un sport olympique. Mais il faut savoir que le judo est issu du jiu-jitsu. Mais le judo, c'est un sport olympique. Donc, forcément, en plus, on a Teddy Riner national, international. Mais justement... Donc, forcément, après, derrière, au niveau marketing, il prend toute la place. Justement, j'imagine que vous allez un peu surfer sur la vague avec le post-Jeux Olympiques sur pourquoi c'est important, par exemple, Jenny, pour toi de participer à un tel événement. L'importance du sport pour toi est, je pense, fondamentale. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors déjà, sensible bien sûr au sport depuis très jeune, et au-delà de ça, pourquoi le salon du sport, puisque pour moi il devrait exister depuis avant même nos naissances. L'autre chose, c'est que j'ai été invitée sur le salon du sport, donc j'ai déjà été actrice puisque c'est la 2e édition, et quand je suis venue
il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Il y a des choses aussi, des points que je trouvais à améliorer pour qu'ils soient encore mieux et qu'ils soient encore plus visités, puisque c'était la première édition, c'était plus timide. Et je me suis dit, je fais partie de ces personnes qui n'ont pas envie d'être juste spectateurs et de souffler un mot, mais qui ont envie d'être acteurs, d'apporter leur pierre à l'édifice. Et c'est vrai que tout de suite, je me suis positionnée autrement cette année. J'avais envie d'être aux côtés de Jade Event et bien sûr de tous ceux qui sont impliqués, investis. Donc je pense bien sûr au département, à la région, à la ville de Petit-Bourg. Enfin voilà, il y a vraiment du monde derrière. Une pensée aussi pour l'Eau Saint-Jude. Tout ça, ce sont des partenaires. Et c'est vrai que je pense que le salon du sport, je prends toujours cet exemple-là, c'est comme quand on décide d'inviter quelqu'un chez soi. C'est vraiment l'emmener dans son univers, l'inviter pour partager un moment avec lui déjà, mais surtout qu'on puisse prendre du temps à expliquer ce que c'est, ce qu'on fait, voilà, et que ça dure un peu plus longtemps sur le temps, parce que des fois, même nous, en tant qu'acteurs sportifs, on reçoit du public, bon, on n'a peut-être pas le temps d'aller plus loin, d'expliquer, on va peut-être le faire à la rentrée, et le salon du sport est vraiment cette occasion d'aller plus loin, d'inviter les gens dans notre salon, de les laisser prendre place, et voilà, d'échanger, de discuter, de leur permettre de pratiquer, enlever aussi beaucoup de craintes, parce que des fois, on a des activités où on se dit « Oh, j'aurais pas été vers ça ». Et finalement, ben là, c'est l'occasion. Et là, c'est encore plus beau parce que notre salon sera plus grand, notre maison a grandi. Et c'est vrai qu'on a plus de 50 exposants et ça, c'est juste rare parce que le public qui viendra, peu importe son âge, pourra trouver plus de choix, plus de fantaisie, plus de choses qui vont lui permettre de découvrir, mais aussi peut-être de choisir. Est-ce qu'on peut parler du Socafit, puisque c'est un concept que tu as créé, justement, est-ce qu'il peut s'adapter à tous les participants, jeunes comme un peu plus âgés? Alors justement, déjà, le Socafit, c'est une activité qui allie la danse soca avec le fitness. Donc, c'est vraiment une activité sportive qui peut être intense, moins intense, fun. Donc oui, moi, quand je prodigue les cours, ils sont ouverts à tous les adultes. Alors, ce qui est bien sur le salon, c'est que les parents comme les enfants pourront pratiquer ce jour-là et découvrir du coup l'activité. J'imagine qu'en Jiu-Jitsu aussi, il y aura un atelier découverte. Est-ce qu'on peut parler des valeurs et justement des compétences qu'on souhaite transmettre aux participants pour un atelier, mais pour la discipline en particulier? Déjà, pour les valeurs sont les valeurs du respect, le respect dans tous les sens. Mais surtout, comme Jenny disait, c'est de pratiquer, avoir l'occasion de pratiquer, de découvrir d'autres disciplines. Parce que parfois, on a des préjugés, même pour les sports de combat. Donc, avoir l'occasion de pratiquer, avoir une ouverture d'esprit, même dans le sens de l'inclusion. Oui, puisque c'est axé sur l'inclusion un peu plus cette année, c'est ça? Oui, moi je trouve que le sport doit être accessible à tous. Et comme Jenny disait, le sport est essentiel, même pour quelqu'un qui ne veut pas pratiquer à un haut niveau, ça devrait même être remboursé par la sécurité sociale. Parce qu'il permet de prévenir des maladies. Parce que si des gens exerçaient plus de sport, on aurait eu moins d'obésité, moins de personnes qui souffrent de diabète, de tension. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Justement, je vois qu'il y a une conférence sur l'alimentation, et l'alimentation, c'est un sujet qui est important pour améliorer sa condition physique. Quels conseils je sais que Jenny, tu es actrice vraiment dans ce concept-là. Quels conseils on peut donner à ceux qui cherchent à allier bien-être et alimentation et nutrition, peut-être plus aussi local éventuellement? Alors, moi, le premier conseil que je donne, c'est celui d'être à l'écoute de son corps. C'est celui de comprendre son corps et de l'écouter. Je pense qu'aujourd'hui, on passe un pas où on va au-delà de son corps. C'est comme, je prends l'exemple tout simplement de hier soir, où en sortant d'un cours, j'ai dû intervenir, accompagner
une de nos compatriotes qui avait pris panne. Et je vois quelqu'un d'autre qui arrive sur le lieu où la voiture s'est arrêtée et qui lui dit si tu as eu ça, c'est que la voiture t'a donné un cri d'alarme. D'accord. Cette phrase, pour moi, c'est celle qui doit être à l'origine de comment nous, on doit fonctionner avec notre corps. C'est que le corps nous fait savoir. Des fois, ça peut arriver qu'on ait préparé un repas en avance, mais que le corps dise non. Ça peut arriver. Donc moi, le conseil que je donnerais vraiment à tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps. Varier l'alimentation, ça c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Attention au régime, je le dis tout le temps parce que ils mettent dans une direction qui des fois restreignent trop le corps et en fait on a besoin de tous les apports. Tous les apports sont importants. Tout ce qu'on peut avoir que la terre nous offre est important pour le corps. Et bien sûr, aller orienter vers manger local, pour moi, on devrait manger là où on habite. On doit manger là où on habite. On va avec notre environnement. Si j'habite ici, je mange ce que ici me donne. Si j'habite autre part, je mange ce que autre part me donne. Comment vous voyez l'évolution des pratiques par rapport aux nouvelles technologies, à la réalité virtuelle, l'IA, etc. Ces nouvelles technologies seront présentes au salon. Comment vous voyez cette évolution dans le sport? Quel intérêt peut y avoir? Ça peut être une manière ludique de pouvoir bouger, comme on dit, hein, parce qu'il y a des gens, ils ne veulent pas trop sortir de leur environnement, de leur salon. Donc ça peut créer un environnement qui donne l'impression d'être à l'extérieur. Et puis aussi, lors d'ateliers, en ayant une petite salle, on peut faire des enfants ou quelle que soit la tranche d'âge, découvrir des univers. Je trouve que c'est génial. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais vu la neige, avec une réalité virtuelle, on peut lui faire penser qu'il est en Alaska, donc ça peut... Ça donne le goût, en fait, du sport, c'est ça? Je pense que c'est vraiment ça. Je pense que la réalité virtuelle nous permet d'entrer dans le nouveau monde, dans le monde qui intéresse peut-être un peu plus les jeunes ou bien les addicts, parce qu'il n'y a pas d'âge vraiment. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut essayer, nous, enfin les acteurs, et c'est pour ça que je suis heureuse qu'il y ait cette partie sur le salon, parce que ça permet d'aller chercher une partie qu'on n'aurait peut-être pas touchée, et qui est installé sur les écrans, etc. Donc on peut créer à travers ça encore une manière de se bouger, de stimuler, se bouger sans s'en rendre compte peut-être. Il faut savoir que toute la nouvelle génération, elle est portée sur les écrans, sur tout ce qui est réalité virtuelle. Et même, peut-être quelqu'un qui veut faire un exemple. Je prends mon sport en exemple, qui veut faire un sport de combat, mais il a peur d'attraper des coups, par exemple. Ou de casser ses os. Voilà. Donc, je te reconnais. Elle peut pratiquer, par exemple, Jenny, elle aura peur de casser ses ongles. Donc, elle pourra pratiquer. Donc, dans la réalité virtuelle, elle aura ses gants, elle pourra pratiquer. Mais dans la réalité... Elle garde ses ongles, mais... Dans la réalité virtuelle, elle a ses gants et elle boxe. Et on y va à fond, quoi, d'accord. Bon, alors du coup, un programme très riche avec des conférences aussi. Je vois, il y a une conférence job dating sur le fait que c'est un secteur économique, je veux dire, qui... la preuve. Voilà, la preuve avec l'entreprise liée au sport. Et vraiment, on va avoir un sujet tout à l'heure sur le fait que le Top Reza va développer un peu plus cette stratégie, on va dire, de communication comme étant la Guadeloupe, vecteur de sport. Le sport est important et comment ils vont développer cette façon d'attractivité pour le pays. Parce que on a eu beaucoup par rapport aux Jeux Olympiques de médailles et de dire que la Guadeloupe, c'est un territoire. Le sport est vraiment, on est les ambassadeurs même du tourisme. Tout à fait. En faisant des médailles à l'extérieur, les gens se renseignent. Ils vont chercher et ils se disent waouh, Guadeloupe, c'est où ça déjà? Et après, tout à fait. Ils vont d'eux-mêmes.
En fait, c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est sur une carte tout petit, mais on est tellement grand à l'intérieur. On rayonne. Donc, conférence donc à partir du samedi, donc 9h, et il y a des conférences toute la journée et aussi des temps forts, une façon de tester. Donc, je vois qu'il y a plusieurs choses, fitness, kizomba, young, bodybuilding, il y a plein de choses, de la gym, des séances fesses, jambes, vraiment pour tous les goûts. Donc, c'est à partir de samedi 21 septembre 9h. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des temps forts que vous vouliez mettre en avant? Ben, en fait, pour moi, je le disais encore hier, hein, tous les temps sont forts. Tous les temps sont forts, parce qu'on a beaucoup d'exposants qui seront là, d'associations, d'entreprises, d'écoles. On a la police, on a, voilà, parce qu'il y aura des zones de tir. Donc, c'est vrai que moi, je trouve que le salon va répondre à tous en fait, en fonction de ce qu'on recherche. Quelqu'un qui est plus intellectuel a envie de s'asseoir pour les conférences, c'est possible. Quelqu'un qui a envie d'être sur le terrain pourra pratiquer. Quelqu'un qui a juste envie de prendre des renseignements, d'échanger, ce sera possible aussi. Il faut savoir aussi qu'on pourra, pour nos nouvelles générations et même ceux qui sont en reconversion, venir en renseignement, savoir comment se former pour en faire justement un métier. Donc voilà, je pense que tous les Guadeloupéens et tous ceux qui sont de passage sur notre île pourront en tout cas venir nous rejoindre et sans pudeur, sans se dire bon ben voilà, je dois déposer les enfants là. C'est ce qui est bien, c'est que on pourra venir voilà avec la famille et bien sûr manger sur place. Manger sain, équilibré, une alimentation locale, j'imagine. Donc c'est à partir de samedi donc au complexe sportif Gaël Monfils à Petit-Bourg, donc dès 9h, avec plein de choses à voir. Je vous invite à y aller nombreux. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à toi pour l'invitation. On t'attend aussi avec la tenue. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Et moi, peut-être une démo, je l'attends. Oui, mais bon, allez, on va pas parler de ça. On reviendra tout à l'heure sur ce sujet. On va parler de Topresa avec donc les stratégies justement pour pouvoir développer l'attractivité de la Guadeloupe. Une interview d'Aurélien Anzala, directeur des offres du CTIJ. La réunion stratégique, il faut savoir que chaque année, on a cette réunion pendant Topresa qui est le rendez-vous du tourisme pour un peu lancer la saison touristique. Elle a parlé de quoi? Elle a parlé de deux sujets principaux, tourisme et sport. Il faut savoir que, bien sûr, les destinations outre-mer proposent des territoires supports de pratiques sportives. On le voit en Guadeloupe notamment. Et on allie souvent ces pratiques sportives à de la découverte et donc à de tourisme et pour nous à de l'attractivité touristique. On a pas mal d'événements, mais aussi des pratiques telles que le trail, les marathons qui de plus en plus nous gagnent une certaine clientèle et nous amènent à nous positionner sur ces marchés de riches. Elle a également parlé de desserts aériennes. On a pu faire l'étude des différentes desserts sur les 10 dernières années. On se rend compte que le nombre de sièges est plus important, notamment sur le transatlantique. On a des marchés en progression tels que le marché nord-américain. On a perdu certaines liaisons également. Donc pas mal d'éléments. On a eu une étude de la DGAC très complète et qui aussi affirmait que le prix du billet des avions est quand même un prix correct par rapport à ce qui est pratiqué à l'international sur des longues distances. Voilà, c'était surtout l'élément important. Et enfin, c'est vrai qu'on a conclu sur ce vrai besoin d'une stratégie partagée, concertée, aussi bien au niveau de la DGE que d'Atout France, des CRT avec les professionnels. Il y a eu cette volonté d'avoir une réunion rapidement afin que l'on puisse avoir une vraie stratégie touristique partagée et concertée sur les territoires d'outre-mer. En un mot, ça va changer grand chose au tourisme guadeloupéen? Oui, nous on y travaillera en tout cas. Nous c'est notre métier, c'est le devoir du CTIJ de mettre en œuvre cette stratégie touristique. Donc on y participera activement. Voilà, on va continuer dans le Topresa et voir l'interview de Catherine Cadreau, donc, qui parle de tourisme encore, MEDEF Tourisme. On voit le reportage ensemble.
En Guadeloupe aujourd'hui est une industrie qui va nous ramener dans notre contexte économique plus de résultats et améliorer notre produit intérieur brut. Le propos aujourd'hui, c'est que tous nos atouts maintenant, on doit travailler ensemble pour justement permettre une fréquentation et une attractivité de notre territoire. Nous avons des produits de qualité, nous avons du patrimoine, nous avons de la culture, maintenant nous avons des sportifs. Nous devons surfer sur cette image des JO qui viennent de se faire pour encore gagner en part de marché. Nous avons tout ce qu'il nous faut et le stand aujourd'hui sur Topresa qui nous permet de montrer au monde entier notre potentiel est hyper important pour nous donner plus de visibilité. Il nous manque simplement plus de co-construction pour que nous puissions gagner encore sur la Caraïbe parce que je pense que le pôle Caraïbe a déjà une grande ouverture et il nous faut regagner toutes ces parts de marché internationales et caribéennes. C'est notre force. Nous ne devons pas lâcher le morceau. Alors, une dernière question. Du point de vue de l'hôtellerie en Guadeloupe, est-ce que l'offre est suffisante? Ah non. Alors, on a gagné en produits de proximité. C'est très bien. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est que l'hôtellerie, il draine. C'est par l'hôtellerie qu'on rentre sur le territoire. Il faut qu'elle soit toujours de qualité, de grand confort et surtout avec des gens qui viennent nous découvrir et nous rencontrer. L'hôtellerie permet ça. Les villages, c'est la proximité et les hôtels, c'est la découverte. Donc, il nous faut encore des chambres d'hôtel et surtout mieux réparties sur le territoire et nous y travaillons. Voilà, il est 13h53, nous arrivons au terme de l'émission. Aujourd'hui, nous avons reçu donc Jean-Claude Antoinette pour la présentation de son ouvrage Le cas de ma vie. On se rappelle que demain, vendredi, il y a une présentation sur la commune de Basse-Terre où vous pouvez vous rendre pour découvrir son livre. On a aussi avec José Turlepin et Nadia Pater de la rentrée de l'Académie du Cas, donc avec plusieurs temps forts. Dès vendredi, samedi et dimanche, vous pouvez vous rendre sur place pour découvrir les activités qu'ils proposent pour la saison. Avec Caroline Alix, on a parlé de comment apaiser ses relations et notamment comprendre un peu mieux le fonctionnement de la justice. Et on vient de voir avec Mehdi Luit et Jenny Paulin donc les temps forts par rapport au salon du sport qui aura lieu sur Petit-Bourg au complexe sportif Gaël Monfils, donc dès samedi 9h avec plusieurs conférences et ateliers proposés. Au niveau de l'actualité, on est revenu sur les coupures d'électricité qui touchent tout le monde et notamment les petites et moyennes entreprises. On a vu la réaction de monsieur Venutolo qui parle justement des conséquences économiques de ces grèves. On a parlé aussi de ce village de la mobilité ou comment adopter de nouveaux modes de transport plus écologiques. Donc, un temps fort a eu lieu hier, demain aussi sur Bergevin en lien avec la semaine de la mobilité. Il était question du contrôle de bouclier qualité-prix donc qui a eu lieu sur la commune de Desmarais, un contrôle qui continue pour pouvoir pallier à la vie chère. Il était question de cette conférence publique sur l'aménagement du territoire sur la commune des Abîmes, donc des projets de rénovation du Vieux-Bourg dans le cadre donc de la ville. Et on a vu la conférence de presse donc sur le salon du sport, donc j'en ai déjà parlé. Voilà pour aujourd'hui. On revient demain dans le ZCL. À la réalisation, c'était Yann. Et je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné. À demain.